Bonjour, bienvenue dans notre podcast Pas de blues, pas de recherche, le podcast qui met fin aux idées reçues sur ce qu'est un projet de recherche. Et oui, la recherche, ce n'est pas uniquement un chercheur fou en blouse blanche dans son laboratoire. Actuellement, de nombreuses entreprises souhaitent innover en mettant la recherche au cœur de leur activité. À travers ce podcast, nous allons découvrir que la recherche se cache parfois dans des projets inattendus. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Paul Adrien, le cofondateur de Smartway. Paul Adrien, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Bonjour, Paul Adrien Ménez, donc je suis le CEO et cofondateur de Smartway, que j'ai monté il y a 10 ans pour réduire le gaspillage alimentaire en grande distribution. Avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique et je suis passionné de mathématiques, donc j'ai aussi fait un peu de fac de maths appliquées en parallèle, licence 1 et 2, et voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Smartway ? Oui, bien sûr. Alors Smartway, c'est une entreprise qui est en mission pour réduire le gaspillage alimentaire, qui se concentre sur la grande distribution. Il faut savoir que tous les jours, il y a des milliers de produits qui finissent à la poubelle alors qu'il y a des millions de consommateurs qui sont dans le besoin. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour accompagner les distributeurs vers une logique de zéro déchet, zéro gâchis alimentaire. D'accord. Et dans ce contexte-là, est-ce que tu aurais un projet phare de recherche à nous présenter particulièrement ? Ouais, on en a plein, puisque dans 10 ans, on a eu le temps de tester et d'innover sur pas mal de sujets. Le dernier, qui est peut-être le plus important, est un sujet autour de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une entreprise plutôt engineering first, où on fait des applications. Et en fait, ces applications-là nous donnent accès à une data et une donnée assez intéressante qu'on a décidé de mettre à profit dans une intelligence artificielle pour accompagner les magasins sur leur prise de décision, pour savoir chaque jour, pour chaque produit, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver. Est-ce qu'il faut appliquer une remise pour accélérer les ventes sur les 3 derniers jours de vie d'un produit, par exemple des yaourts à moins 30%, ou est-ce qu'il faut les donner à une association caritative, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qui a pris plusieurs années, et je peux donner un exemple sur la recherche sur un algorithme pour savoir si un produit est donnable ou non donnable aux yeux de la loi. Faut savoir que par exemple tout ce qui est alcool bien sûr, mais pâtisserie à base de crème pâtissière, des steaks hachés, tout ça, ça n'a pas le droit d'être donné. Et sans notre système, les magasins sont obligés de former leurs équipes tous les mois pour savoir exactement, parce qu'il y a beaucoup de turnover en grande distribution, qu'est-ce qui est donnable ou non donnable. Et donc on a plutôt nous développé un algo qui vient catégoriser toute la base article d'un magasin avec du text processing, où on va réussir à savoir 87% du temps si un produit est donnable ou non aux yeux de la loi. Et les 17% du temps restant, on sait dire qu'on ne sait pas, donc on les interdit au don, comme ça il n'y a aucun risque légal pour le point de vente. Et donc ce projet-là a pris pas mal de temps et aujourd'hui déployé dans plusieurs centaines de magasins, ça fait plaisir, on arrive à aller encore un peu plus loin dans la lutte contre le gaspillage. Et du coup, par rapport à ce projet que tu viens de nous présenter, quel process R&D vous avez mis en place pour y parvenir ? Écoute, c'était très pragmatique, on va dire. On a fait beaucoup de test and learn, c'est-à-dire qu'on a commencé par identifier quelques hypothèses qui nous paraissaient les plus structurantes et les plus importantes à valider pour démarrer. Donc on a commencé par faire une étude théorique où on a regardé sur l'année qui précédait le démarrage du chantier R&D, sur un groupe représentatif de magasins, l'ensemble des décisions qui avaient été prises chaque jour pour chacun des produits. Et on a rejoué un petit peu le mécanisme de prise de décision avec notre algo et on s'est rendu compte qu'on aurait pu, sur ce même périmètre-là, augmenter à la fois le nombre de produits vendus en promotion et le nombre de produits donnables. Ça, c'était une hypothèse assez forte qu'on voulait valider, c'est que ce ne soit pas l'un au détriment de l'autre, c'est-à-dire on arrive à vendre plus mais ça donne moins, ou inversement on donne plus mais on vend moins. On s'est rendu compte qu'à travers cette étude théorique, qu'on allait à la fois augmenter le nombre de produits vendus et le nombre de produits donnés. Donc on a commencé par de la théorie, et ensuite on a été tout de suite tester ça en magasin, qui était une époque assez rock'n'roll, puisqu'on n'avait pas encore visuellement sur une application quelque chose de très propre à mettre dans les mains de nos clients. Donc on a décidé d'aller le tester nous-mêmes. Donc pendant plusieurs mois, on est allé par équipe de 2 dans des magasins en leur disant on arrive à 5h du matin, vous nous confiez tous les produits qui sont en date courte, et nous on va jouer un algorithme qui n'était pas du tout sur les terminaux lecteurs de code barre parce que c'était trop complexe pour le mettre dedans. Et on a fait nous-mêmes l'étiquetage promotionnel et on a fait nous-mêmes le don. Et puis en fin de matinée, on repartait avec les données de vente de la veille. On les confiait aux équipes au siège et puis on allait se reposer un petit peu l'après-midi. Et on l'a fait, tout le monde y est passé. Il y a
le directeur administratif, financier, moi, des personnes à la recherche, des personnes du produit, designers, commerciaux, tout le monde y est passé. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de ces 2 mois-là on arrivait à créer plus de valeur chez les magasins chez qui on testait la solution. Ce qui a permis en parallèle aux équipes de développeurs de tout mettre en forme pour qu'on puisse le laisser à nos clients. Et on leur a demandé s'ils voulaient qu'on arrête ou qu'on continue. Et ils nous ont tous, les magasins qui étaient sur ce test-là, nous ont demandé de laisser l'algorithme en place. Et puis en fait, on a en 3 mois ensuite converti la moitié de nos clients sur cet algo. Donc plutôt très positif, mais c'était vraiment du test and learn où tous les jours on itérait sur l'algo, on retestait le lendemain. Et puis la preuve finale qui était du magasin lui-même qui nous disait en fait voilà, je veux pas laisser le truc partir, c'est top. Ouais. Et du coup, j'imagine que vous avez quand même rencontré des difficultés sur ce projet-là. Tu peux nous en dire un peu plus? Un bon paquet de difficultés. La première, c'est le manque de littérature. C'est-à-dire que quand on a démarré ce travail-là, donc il y a vraiment 2 grosses briques dans l'algorithme. Une brique d'aiguillage entre les filières d'étiquetage promotionnel ou de dons, les filières de revalorisation. Et puis une deuxième qui est sur, quand on est dans l'étiquetage promotionnel, quel est le pourcentage de remise qu'on souhaite appliquer sur le produit. Et donc on a commencé à regarder la littérature, et typiquement ce qu'on voyait, c'est que il y a de la littérature sur le bon pourcentage de remise à faire pour accompagner la vente d'un produit, un peu moins sur les produits alimentaires, encore un peu moins sur les produits alimentaires périssables, et quasiment rien sur les produits alimentaires périssables en fin de vie. Il y avait quelques papiers en Australie ou en Israël, mais c'était vraiment très très peu. Donc on s'est confronté finalement à une page blanche sur laquelle il fallait écrire et tester. Donc, une absence complète d'état de l'art sur le sujet. Exactement. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième qu'on a rencontrée, qui était quand même assez importante, qui a d'ailleurs entraîné un pivot dans l'entreprise, c'est le fait que la qualité des données avec lesquelles on travaillait n'était pas vraiment... elle était discutable. C'est-à-dire qu'on avait des flux de données qui étaient différents par magasin, parce que c'était des magasins indépendants. Un Leclerc et un Super U n'ont pas les mêmes types de données. On avait des données qui n'étaient pas rafraîchies tous les jours. Parfois, c'était seulement une fois par mois. Ça veut dire que chaque itération de l'algorithme, on ne pourra voir les effets positifs ou négatifs que le mois suivant. Donc ça, c'est assez compliqué en termes d'itération. Et donc ça, on l'a pallié en travaillant avec des grands groupes. Par exemple, aujourd'hui, notre algo est déployé dans tous les magasins Auchan en France, les super et les hypermarchés, ce qui nous permet d'avoir toutes les nuits un flux de données cohérent par rapport à tous les magasins. Et du coup, on peut beaucoup plus facilement itérer là-dessus. Mais quand on a lancé ce gros chantier R&D, c'était assez compliqué en termes de qualité de données. Et le dernier, qui était plutôt sur la prise de décision, c'est-à-dire que quand on met en place cette solution chez un client, ça veut dire qu'on retire un pouvoir de décision des équipes en magasin qui avant choisissaient d'elles-mêmes ce qu'on mettait en don, ce qu'on mettait en étiquetage, et choisissaient d'elles-mêmes aussi le pourcentage de remise. Et il a fallu leur faire prendre conscience qu'en réalité, ce pouvoir de décision qu'elles avaient, on allait leur retirer, mais par contre c'était bon pour la planète, parce qu'in fine, il y avait moins de produits à la poubelle, il y avait plus de consommateurs qui en avaient profité, soit en faisant leurs courses dans les magasins, soit en étant bénéficiaires d'une association caritative. Mais c'était pas simple à la base. Il y avait des personnes qui disaient mais attendez, je fais ça déjà depuis 40 ans, je maîtrise mieux le sujet que vous. Et il faut leur faire prendre conscience que pas tant que ça finalement, parce que tous les paramètres qui rentrent en compte, c'est pas possible. Il y a certaines personnes qui connaissent pas leur taux de marge, par exemple, dans le rayon pour tous les produits. Et c'est un paramètre hyper important dans la manière dont on va essayer de sauver chaque produit. Donc le pouvoir de décision à retirer qui était une autre problématique. Ouais. Et du coup, sur cette partie acceptation, finalement, les personnes les plus récalcitrantes à la base vous ont fait des retours dans quel sens ont été convaincus ou ça a été quand même... Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé. En fait, on a joué sur 2 tableaux. On a joué sur la preuve par les chiffres, c'est-à-dire que on montrait ce que le magasin faisait auparavant et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec notre système, et qu'il y a un gain assez conséquent de valeur à la fois économique et aussi d'impact écologique. Donc on a fait la preuve par les chiffres, et puis certains magasins par exemple, on voyait qu'il y avait un responsable de rayon qui n'adhérait pas du tout et qui voulait toujours changer les paramètres qu'on leur suggérait, et du coup on montrait bien que sur tous les autres rayons il y avait une performance qui augmentait sauf sur le sien. Donc du coup c'était vraiment la preuve par les faits. Et à côté de ça, on a aussi essayé de travailler sur l'expérience dans l'application pour simplifier finalement le travail au quotidien des équipes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la grande distribution, c'est un balai logistique incroyable. Les matins, c'est une fourmilière, tout le monde est dans... Il y a 150 choses à faire.
Et du coup, sur notre application, on a rendu en gros 4 fois plus rapide le processus de gestion des produits en fin de vie, tout en sécurisant de bout en bout le processus jusqu'au passage caisse, jusqu'aux dons aux associations, et le tout sur une seule et même application où en fait c'était tellement simple de l'utiliser et c'était finalement plus compliqué de vouloir modifier les paramètres à la mano que tout le monde a pris le pas. Depuis. Et du coup, au-delà de la réussite de ce projet-là, quel bénéfice tu retires de ces recherches? Il y en a un bon paquet. Je dirais que ce qui a été le plus structurant pour l'entreprise, c'est qu'on a commencé à travailler avec des groupes intégrés, donc des types Auchan par exemple. Avant, on n'avait que des magasins indépendants, des Super U, des Leclerc, des Intermarchés, avec une qualité de données un peu délicate parfois, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on a décidé de travailler avec des grands groupes qui nous donnent accès à de la donnée qui est beaucoup plus qualitative. En termes de granularité, on est sur des précisions à l'article, on a des flux qui se mettent à jour tous les nuits, donc c'est beaucoup plus... le terrain de jeu, disons, est beaucoup plus intéressant. Et en fait, on a pu faire effet de levier là-dessus parce qu'en leur demandant plus de données pour améliorer nos algorithmes, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi utiliser ces données d'une autre manière, en faisant une retranscription de ces données de manière plus visuelle à travers des dashboards, par exemple, pour notamment optimiser les commandes en amont. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire chez les indépendants, parce que la qualité n'était pas suffisante, et parce qu'à chaque fois qu'on veut rajouter un paramètre dans l'algorithme, il faut qu'on leur demande d'exporter manuellement des données, donc ils ne le feront pas facilement, alors qu'avec un grand groupe, on a un nouveau flux, une nouvelle data, qu'on peut directement mettre à disposition sur un autre dashboard. Et typiquement, avec Auchan, on travaille beaucoup sur la réduction des volumes commandés en amont. Donc il y a moins de produits qui arrivent en date courte, donc il y a moins de produits à sauver derrière, on réduit le gaspillage finalement à la source. Et ça, c'est quelque chose qui a un effet de bord très très positif qu'on n'avait pas vraiment vu venir, mais le fait de s'être confronté à cette problématique de qualité de données nous a fait changer notre segment cœur de cible et nous permet de créer encore plus d'impact avec d'autres innovations aujourd'hui sur ces grands groupes. D'accord, très bien. Pour finir, je vais te poser une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Pour toi, c'est quoi un projet de recherche? Projet de recherche, je dirais que d'abord c'est d'essayer de comprendre quel est le bon problème à adresser et à tacler, puis d'avoir la meilleure équipe en face de cette problématique-là, donc une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise complètement tous les sujets autour de la problématique et qui va ensuite formuler des hypothèses à valider ou à valider afin de démarrer un nouveau cycle. On en valide une ou on l'invalide, c'est aussi c'est aussi positif d'invalider des hypothèses, et puis on avance petit à petit pour arriver à appréhender le problème de la meilleure manière possible, sans partir avec des certitudes, sans partir trop bille en tête sur la solution, mais plutôt en tombant amoureux du problème, et puis en validant ou en invalidant des hypothèses au fur et à mesure que le temps passe, jusqu'à arriver à avoir une solution face au problème. D'accord. Donc hypothèse, objectif, équipe et itération. Et test and learn, exactement. Très bien. Paul-Adrien, merci beaucoup pour ta présence et à bientôt. Merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé par 10 septembre, cabinet spécialisé en financement public et management de l'innovation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur notre page LinkedIn pour découvrir notre prochain invité. On vous dit à très vite.